Bonjour et bienvenue au sommet Restructuration et Transformation. Nous faisons une émission aujourd'hui dans le cadre de cette 7e édition pour parler d'un thème ô combien important, les carve-out. Les carve-out, ce sont les séparations d'une partie de l'activité d'une entreprise afin de lui donner corps et pour pouvoir poursuivre son aventure avec de nouveaux actionnaires, de nouveaux dirigeants. J'accueille sur le plateau pour en parler Emmanuel Dampou. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mathieu. Vous êtes partenaire au sein de Oneida Associés et Benoît Parnet, partenaire au sein d'Oneida Associés également. Tous les deux, vous êtes des figures de carve-out, vous en faites beaucoup, c'est votre travail. Vous accompagnez les entreprises sur les segments organisationnels et vous pourrez développer s'il y a d'autres segments sur lesquels vous vous positionnez. Vous venez parler aujourd'hui sur scène devant une centaine de personnes de ce sujet des carve-out. J'avais une question à vous poser. Si on devait retenir une chose importante à mettre en place dans le cadre d'un carve-out qui est un projet complexe, de détourage, avec un process M&A et une suite derrière de la vie de l'entreprise qui pour l'instant n'existe pas en tant que telle, c'est un énorme projet. Benoît, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut absolument faire dans un carve-out pour que ça fonctionne? Mathieu, il faut anticiper. Anticiper, c'est préserver la création de valeur pour l'entreprise et les emplois. C'est faire en sorte que le détourage de l'activité sur le plan organisationnel, sur le plan business, a été bien pensé pour faire en sorte que la proposition de valeur reste la plus attractive possible et qu'on se donne les moyens d'aller chercher le nouveau partenaire stratégique qui permettra d'apporter le meilleur effet de levier pour la reprise et surtout le redéveloppement de l'activité si on parle en plus d'activités sous-performantes. Merci Benoît. Emmanuel. Alors, on est en plein dans le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire un carve-out, un jeu à quatre mains. Et il y a deux choses, il y a le côté acheteur et le côté vendeur. L'acheteur, il doit avoir confiance dans ce qu'il achète. Et il doit aussi gagner la confiance des futurs collaborateurs, la future équipe. Donc c'est un exercice de séduction mutuelle, il ne faut pas l'oublier. L'acheteur, il veut optimiser son prix d'achat, acheter le moins cher ou dans les meilleures conditions possibles. Le vendeur, il veut optimiser son prix et surtout trouver le bon repreneur qui va continuer l'activité de manière autonome et la rendre pérenne et trouver un projet d'avenir pour ses équipes. C'est important, cette transparence et gagner la confiance de part et d'autre. Merci beaucoup. Un truc à ne pas faire? Est-ce qu'il y a une erreur que vous avez pu voir dans le cadre de process qui n'ont pas permis de préserver cette valeur, d'embarquer les gens et de créer ce climat de confiance nécessaire? Ce qui est important si on parle de confiance, c'est de se dire c'est pas que du process M&A. On doit avoir une approche sur mesure. Chaque dossier est spécifique, que ce soit par rapport à l'état du business, par rapport aux relations sociales, par rapport à l'équipe de management. Donc c'est toujours faire du sur-mesure. Et la deuxième chose, une erreur à ne pas faire, à ne pas prendre en considération l'environnement de l'activité avant, pendant et après la transaction. Alors, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Benoît sur la partie anticipation, préparation. Ce qui est important, c'est cette phase, ce process qui va durer longtemps. C'est une transition. Il y a des personnes à bord qui se posent des questions. Parfois, l'information filtre, même si on garde la confidentialité. Donc, il faut conserver les meilleurs à bord, les équipes, les garder motivées. Elles se posent des questions, c'est légitime, toutes les questions qu'elles se posent. Donc, il faut arriver à les maintenir dans le projet sans trop en dévoiler ces sujets, des sujets confidentiels. Donc, il faut réfléchir à l'après. Et c'est important parce que l'acheteur va reprendre la société en l'état. Une fois qu'il a acheté l'entreprise, c'est trop tard. Il pourra ne plus. Il y a des sujets d'anticipation, d'embarquement des équipes. Le capital humain, c'est clé dans l'entreprise. Donc, il faut identifier tous les irritants possibles, tous les sujets qui vont amener la difficulté dans la phase de transition et d'intégration et post-opération. Merci beaucoup Emmanuel, merci Benoît. Bon, les carve-out, sinon en termes de marché, là, avec toutes les entreprises qui essayent de se dégager des marges de manœuvre et peut-être de se recentrer sur leurs actifs stratégiques ou de pivoter sur des nouvelles activités, j'imagine que ça vous occupe beaucoup. On voit sensiblement plus de carve-out en ce moment en préparation que sur un 2022-2023. Alors, on est dans une tendance où les groupes ou même les ETI sont en train de se recentrer sur leur métier, sont très sensibles à la partie trésorerie dans un monde
géopolitique qui est incertain, dans une économie, en tout cas sur certains segments de marché, certaines industries traditionnelles qui souffrent, où on est confronté à des incertitudes, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue réglementaire. Politique peut-être également. Et donc, oui, il y a ces phénomènes de recentrage et où, en tout cas, nous, chez Oneda, on est très sollicités sur des carve-out. Alors nous, on est positionné sur du small et du low mid-cap et souvent sur des activités qui sont sous-performantes ou en tout cas qui risquent d'être impactées au niveau du détourage, que ce soit sur la partie organisationnelle ou sur la partie purement business. Donc aujourd'hui, on est très chargé. Ouais. Une dernière question peut-être pour Emmanuel. Il nous reste 30 secondes. Normalement, le private equity était une voie de sortie naturelle pour les carve-out. Tous les fonds cherchent à être positionnés sur les carve-out le plus tôt possible. Le PE est un peu à l'arrêt, en tout cas en subit une correction. Il y a toujours autant de fonds de private equity au rendez-vous sur des projets de reprise? Alors oui, l'idée est belle. Les investisseurs s'intéressent au carve-out. L'intérêt, c'est qu'il y a moins d'acteurs qui sont positionnés sur les carve-out. C'est plus complexe, ça prend plus de temps, socialement, sur des sujets qui peuvent être sensibles. Et on va dire la majorité des fonds préfèrent des entreprises en forte croissance avec un EBITDA positif dans lequel on négocie les multiples d'EBITDA et le développement, et on parle de stratégie de croissance avec build-up. Dans un carve-out, c'est souvent complexe, ça prend du temps, il faut détourer. Donc on parle de social, de finance, de recapitalisation, parfois des durées plus longues de portage de l'investissement. Donc certains acteurs ont envie de le faire, mais il y a quand même une barrière technique, de temps, de capacité. Il faut avoir une expertise interne ou externe pour embarquer des sujets comme ça. Donc il y a toujours de l'intérêt. Il y a des holdings industriels qui ne sont pas des fonds de private equity, qui sont des fortunes industrielles d'entrepreneurs, qui s'intéressent au sujet et qui sont plus en capacité aujourd'hui de prendre en charge ces sujets dans la durée, dans la technique, dans la négociation et dans la vision stratégique. Merci à tous les deux, on arrive au bout de cette émission. Merci Benoît Parnet et Emmanuel Dampou, vous êtes partenaires au sein de Oneida Associés. On vous retrouve tout au long de la journée sur les sujets carve-out et autres. Merci infiniment. Merci pour l'accueil. Merci à tous, bonne journée sur Be Smart for Change.